Bizarrement, l'IA générative, notamment ChatGPT, ça a plutôt renforcé des intuitions qu'on avait eues et qu'on avait du mal à pousser avant l'IA générative. Typiquement, nous, on poussait beaucoup les data scientists à loguer des cas limites, donc des exemples particuliers où les prédictions sont mauvaises. Avant, la pratique, elle était moins courante, alors qu'aujourd'hui, c'est devenu le b.a.-ba quand on teste l'IA générative, c'est de faire des tests un peu unitaires sur des cas très limites. Alors qu'avant, les gens nous rétorquaient souvent que ce qui était important pour eux, c'est d'avoir une base de tests relativement représentative de leurs données en prod. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Donc, les gens comprennent qu'il faut en fait taper sur les cas limites, les plus gros edge cases en fait. Bonjour et bienvenue sur Data Driven 101, le podcast qui s'intéresse aux applications concrètes et variées de l'intelligence artificielle et de la data. Je suis Marc Sanselme, fondateur de Scopeo, agence d'intelligence artificielle qui accompagne toutes les entreprises à tirer le meilleur de cette technologie. Sur Data Driven 101, notre podcast, je reçois chaque semaine des professionnels d'horizons variés qui viennent nous partager leur vision, leurs convictions et leurs expériences. Aujourd'hui, je reçois Jean-Marie John Matthew, cofondateur et CPO de Giscard. Giscard est le leader open source du test pour les intelligences artificielles. Bonjour Jean-Marie. Salut Marc. Alors Jean-Marie, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de Giscard ? Ouais, donc Giscard, c'est une solution française. On a été fondé en 2021 avec mes deux autres cofondateurs, Alex et André. L'idée de Giscard, c'est de traiter un problème qui est assez fondamental aujourd'hui avec l'appropriation de l'IA, qui est la qualité des modèles d'intelligence artificielle. Et on le fait de différentes manières, avec un gros parti pris vers l'open source, où aujourd'hui on est leader dans la partie open source sur la manière de faire des tests des modèles d'IA, et aussi avec un gros travail sur les parties plus standardisation, IA de confiance, pour facilement réussir à certifier des modèles d'IA. Donc c'est Giscard. On est une boîte, on est une trentaine aujourd'hui, et on est basé à Paris. Voilà. Ok. Quel était le constat sur le besoin au départ ? Le constat, c'est parti d'un problème qu'on a vu dès 2021. Alors moi, plutôt du côté de la recherche, parce que moi, j'avais fait ma thèse plus sur comment on fait pour débiaiser des modèles d'IA, mais aussi comment on fait pour les expliquer. Je voyais qu'il y avait de plus en plus d'outils techniques, notamment dans la recherche, pour pouvoir mesurer les biais, et ainsi de suite. Et en même temps, je voyais aussi qu'il y avait plein d'initiatives, plutôt de type gouvernance, pour créer soit des chartes éthiques ou des standards. On était au début des standards en 2021. Donc déjà, je voyais il y avait ce besoin-là. Et de l'autre côté, donc il y avait Alex, mon associé, lui qui avait travaillé en tant que software engineer chez Dataiku et qui a vu qu'en fait, il y avait une maturité beaucoup plus forte dans le software engineering de manière générale, notamment en termes de qualité. Par exemple, dans la CI, où on automatise les tests, plein de métriques de tests, les tests unitaires, les tests d'intégration. Et on s'est dit, il y a quelque chose à faire pour transposer l'ensemble de ces techniques-là dans le monde de l'intelligence artificielle. Et c'est un peu comme ça qu'est né le constat de départ, un problème particulier. Après, là, aujourd'hui, certaines choses qu'on avait vues en 2021 sont devenues des évidences aujourd'hui en 2024, notamment avec l'arrivée de l'IA générative. Mais à la base, c'était quand même un marché très immature qu'on adressait. Ouais. Si on essaye d'énumérer un peu les différentes évaluations qu'on a envie de faire avec des modèles de machine learning, on a quoi si on se compare justement, tu parlais des tests automatisés de software. Alors, ça va dépendre des types de modèles d'IA. Donc, par exemple, si on allait directement sur l'IA générative, en général, beaucoup de gens aujourd'hui développent des chatbots, des RAG, en utilisant des modèles fondationnels. Et là, par exemple, on peut prendre des taxonomies déjà existantes de vulnérabilité des modèles d'IA de type IA-gène. Donc, évidemment, tout ce qui est hallucination, omission, toute la partie prompt injection aussi, donc vis-à-vis de plein d'attaques différentes. Donc, on peut imaginer, par exemple, des attaquants qui vont injecter des bouts, des paragraphes dans l'IA et qui vont faire complètement vriller le modèle. On a évidemment tout ce qui est stéréotype, discrimination. On a beaucoup de sujets autour du data leakage. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, le data leakage ? C'est, vous avez mis en place un chatbot interne dans la boîte. Et là, il y a quelqu'un qui s'amuse à poser des questions très confidentielles dans la boîte. Par exemple, c'est quoi le salaire du CEO ou ainsi de suite. Donc, la révélation d'informations sensibles. Et on a beaucoup de contenus malveillants aussi, des contenus toxiques, contenus adultes, ainsi de suite. Donc voilà, donc il y a un ensemble de vulnérabilités qu'il faut traiter. Et après, si c'est plus sur des IA plus, entre guillemets, traditionnelles,
comme la classif, la régression. Alors, c'est un peu low level, mais il y a évidemment des biais de performance. Donc, par exemple, sur des sous-populations des data, on a des performances très faibles. On peut avoir des enjeux autour des corrélations fallacieuses, des sous-populations avec une forte confiance, alors qu'en réalité, c'est incorrect. Ou au contraire, hein, des choses très borderline. Voilà, il y a beaucoup de choses à détecter, de l'incertitude, ce genre de choses. Donc voilà, il y a un ensemble de problèmes, de tests à faire. D'accord. Tu as bien divisé l'IA générative et l'IA classique, si on l'appelle comme ça. Du côté IA générative, donc tu nous as parlé hallucination, c'est quand le modèle invente, omission, il n'a pas répondu alors qu'il aurait pu avec ce qu'on lui a fourni. Tu nous as donc parlé d'injection de prompt, c'est quand on vient changer en fait les consignes du modèle dans le corps de la question qu'on lui pose. Contrôler un peu, donc côté censure d'une certaine façon au sens large, quoi. Tu parlais de contenu adulte, de discrimination, voilà. Tout ça, c'est côté IA générative, et puis côté génératif de texte, du coup. On est sur du texte exclusivement. Ouais, là, ce que je viens de dire, c'est du texte exclusivement. Et côté modèle de machine learning classique, donc celui qui va prédire, je sais pas moi, des ventes, qui va catégoriser des transactions, ce genre de choses. Donc, si on reprend les différents problèmes, il y avait la sous-performance sur une petite population, donc arriver à isoler, en gros, des circonstances dans lesquelles ça marche pas bien. Et donc, ça permet ensuite de se poser la question pourquoi. Oui. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait automatiquement. Vous allez faire une batterie de tests qui va dire, là, dans tel genre de sous-catégorie, etc., on a une performance qui est très mauvaise et ça peut lever une alerte, par exemple. Exactement. Donc, prenons un exemple, par exemple, sur de l'IA, entre guillemets, traditionnelle, sur du credit scoring, si le but, c'est de scorer l'appétence d'un demandeur de crédit sur sa capacité à rembourser son crédit, on peut, par exemple, trouver automatiquement que sur une sous-population particulière, donc par exemple des gens qui habitent à tel ou tel endroit, on a une performance extrêmement faible. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut trouver. Et comment on fait, nous, c'est pour trouver ce genre de choses, et qu'on met en place d'autres modèles d'IA basés à base d'arbres, où là, l'idée, c'est vraiment d'identifier ces segments qu'on identifie automatiquement. Le but, c'est vraiment, nous, ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous, c'est quand les gens vont commencer à tester l'IA, on a remarqué que quand les data scientists, on leur demande, vas-y, teste, et il va se dire, mais en fait, ok, mais quoi ? En fait, qu'est-ce que tu veux que je teste ? Parce que les tests sont infinis, parce que ça dépend de la donnée, et donc forcément, il y a une configuration infinie de tests, et c'est pas aussi facile que d'avoir des scénarios dans le logiciel traditionnel où c'est beaucoup plus déterministe, on se dit, il y a tel ou tel cas qui sont des cas nominaux. Donc là-dessus, ce qui est vachement important, c'est de commencer par une procédure extrêmement automatique où vous avez un point de départ, où vous avez des scénarios, des problèmes qui sont déjà, un premier point de départ qui va vous permettre ensuite d'enrichir et d'ajouter des tests qui sont plus spécifiques au domaine. Donc c'est un peu ça le parti pris de Giscard, c'est vraiment de commencer par une phase automatique. Est-ce qu'on peut développer un peu le data leakage ? Parce que tu l'as cité quelques fois. Qu'est-ce que c'est ce problème-là qu'on veut détecter ? Alors, quand on fait une IA générative, par exemple un RAG, Retrieval Augmented Generation, donc qu'est-ce que c'est exactement ? C'est, vous avez une première partie qui va réussir, donc qu'on appelle le retrieval, qui va prendre une knowledge base particulière, qui va essayer de récupérer les parties de cette knowledge base qui sont très proches d'une question qu'on va poser au chatbot, et à partir de ces bouts de contenu, essayer de demander à une IA générative, par-dessus, de générer une réponse. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et le gros problème de ces RAG-là, c'est que justement, ils sont en contact d'une knowledge base qui peut être extrêmement variée et qui peut potentiellement contenir des informations qui sont confidentielles. Et du coup, si on pose des questions un petit peu fourbes, on va dire, où on va essayer de trouver des espèces de edge cases, on peut réussir à trouver de l'information qui n'était pas censée être disponible. Donc c'est quelque chose d'assez facilement faisable. D'ailleurs, par exemple, il y a aujourd'hui plein de boîtes de la cybersécurité qui vont essayer d'auditer Copilot de Microsoft sur Teams ou autre, PowerPoint, pour essayer de voir s'il y a du data leakage, notamment, par exemple, sur des questions RH, des ressources humaines. Donc, je parlais, par exemple, du salaire du CEO, c'est un cas d'usage extrêmement connu, mais ça peut être aussi sur les arrêts maladie ou plein de choses de ce type-là. Donc, on va avoir une liste de prompts de questions un petit peu sensibles qui pourraient récupérer l'information sensible, et on va vérifier qu'effectivement, c'est pas le cas. Donc voilà, et donc souvent, c'est très lié aussi aux informations personnelles. Donc, par exemple, sur certains RAG, on ne veut pas que des prénoms et des noms sortent
ou des dates de naissance, ce genre de choses. Donc c'est des choses qu'on voit très souvent dans le monde de l'entreprise, dans les grands groupes. Donc là, ça serait une couche qui est en prod, sur l'opérationnel, même pas en mode... parce qu'il y a un volet contrôle de qualité offline dans votre produit, se demander à date quelle est la qualité. Mais là, ici, c'est pendant l'usage, une sorte de couche qui vient filtrer ce qui a été produit pour dire attention, là, il y a un nom, attention, là, il y a un prénom. Ouais. Alors, le filtre, ça vient un petit peu après, on va dire, mais d'abord, il y a le diagnostic, tout simplement. Donc, ce qu'on nous, on appelle un scan, qui permet déjà, avant de mettre en prod, de voir déjà s'il y a des soucis. Et après, effectivement, si à travers ces outils-là, on voit qu'il y a des cas limites ou des choses qui se marchent mal, on peut créer des évaluateurs qu'on peut ensuite mettre sous la forme de filtres, donc souvent ce qu'on appelle des gardes, qui permet justement de vérifier, de un, que les outputs sont conformes vis-à-vis de la politique de la boîte, mais aussi que les inputs sont conformes, notamment si on a des attaques, filtrer directement des inputs qui sont de type attaque et de le renvoyer dans la bonne branche. Donc c'est important aussi. Alors comment a démarré l'aventure ? L'aventure, elle a démarré vraiment à la base, c'est d'une discussion qu'on a eue avec Alex, qui est vraiment on voyait qu'il y avait un problème, clairement, c'est ce que je disais, le fait que les pratiques de test des ingénieurs en machine learning étaient assez rudimentaires, de 1, et de 2, qu'il y avait déjà beaucoup d'outils qui existent. On avait vu aussi la particularité du marché de l'IA, qui est un marché qui, quand même, en tout cas en 2021, qui était très très immature, qui l'est encore aujourd'hui, dans le sens où les gens investissent beaucoup pour des POC ou de l'innovation, et pas forcément toujours pour la robustesse en prod. Donc on était sur un marché immature, et donc voilà, on s'est dit, on a le problème, maintenant il va falloir trouver des solutions, mais avant d'avoir une solution en tête, on s'est vraiment focalisé sur le problème. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se rend compte que sur ce même volet de problème, en fait, on a différents personas qui sont très différents. Et du coup, ça ouvre à des solutions qui sont très différentes aussi. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'on l'a pris. Alors, est-ce que tu as des exemples de grands verrous, obstacles que vous avez dû surmonter pour mettre en place ce produit ? Je pense qu'on est sur un marché qui est ultra incertain, pas stable du tout. D'une part, parce que, étant donné l'immaturité en termes d'appropriation d'IA, nous, on est sur le volet robustesse, et effectivement, il y a comment convaincre des personnes d'investir sur ce sujet-là, sachant qu'ils sont au tout début de l'IA, donc c'est un vrai sujet. Et ensuite, il y a un autre sujet qui est plus le fait que la techno, elle évolue énormément. Par exemple, l'IA générative, le boom est arrivé il n'y a pas très longtemps, et ça change beaucoup dans les méthodes de test, dans les méthodes de debugging, dans les méthodes de scan aussi, de diagnostic. Ça changeait beaucoup de choses, donc il faut adapter. Et aussi le fait que, en fait, chaque fois qu'on a un nouveau modèle fondationnel, il y a pas mal de choses, notamment en termes d'injection de prompts, qui sont corrigées. Donc ça demande aussi toujours d'être très update et de mettre en place des solutions pour y arriver. Donc je pense que l'incertitude du marché, l'instabilité du marché, c'est le volet le plus difficile, de loin. Ouais. Et si on prend les avancées technologiques qu'il y a eu depuis le début de Giscard, ça vous a impacté comment Je parle bien évidemment de ChatGPT, les LLM et toute cette classe. Ouais. Alors, bizarrement, l'IA générative, notamment ChatGPT, ça a plutôt renforcé des intuitions qu'on avait eues et qu'on avait du mal à pousser avant l'IA générative. Je prends des exemples. Typiquement, nous, on poussait beaucoup les data scientists à loguer des cas limites. Donc, des exemples particuliers où les prédictions sont mauvaises. Avant, la pratique, elle était moins courante, alors qu'aujourd'hui, c'est devenu le b.a.-ba quand on teste l'IA générative, c'est de faire des tests un peu unitaires sur des cas très limites. Alors qu'avant, les gens nous rétorquaient souvent que ce qui était important pour eux, c'est d'avoir une base de tests relativement représentative de leurs données en prod. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Donc, les gens comprennent qu'il faut en fait taper sur les cas limites, les plus gros edge cases en fait. Donc, par exemple, ça, c'est quelque chose qui nous a vachement facilité. Un autre point qui nous a vachement... ça a évangélisé pour vous. Ça a évangélisé pour nous, ouais. Par exemple, nous, on poussait énormément sur le fait que la responsabilité autour de la qualité de l'IA, c'est pas quelque chose qui doit être porté uniquement par les techs, notamment les data scientists ou les ML engineers, mais aussi énormément par les product managers ou les personnes métiers, en fait, qui n'ont rien à voir avec la technique. Alors, c'était quelque chose d'assez difficile au début, dans l'IA traditionnelle, alors qu'aujourd'hui, avec l'IA générative, en fait, c'est tellement facile pour une personne non technique de pousser une query particulière où il y a un bug, parce que c'est du langage naturel, que aujourd'hui la collaboration est devenue beaucoup plus facile.
Donc en fait, des choses qu'on avait développées dans notre outil à la base, aujourd'hui, ça nous a accéléré énormément en fait dans le monde de l'IA générative. Donc bizarrement, ça n'a pas été des obstacles, l'IA générative, au contraire, ça nous a évangélisé le marché, donc c'était très bien à ce niveau-là. Et alors, quels ont été plutôt les freins à l'adoption ? Les freins à l'adoption, c'est... alors, encore une fois, c'est ce que je dis, c'est sur la partie... les gens investissent beaucoup de l'argent dans l'innovation, et souvent, ce que les gens ont en tête, c'est que c'est d'abord l'innovation, je teste un truc, et une fois que ça marche relativement, après, je vais m'inquiéter de la question de la prod. Et d'ailleurs, on sait que dans certains domaines particuliers de l'IA, comme en computer vision, ça peut devenir des gouffres financiers. Donc, une fois qu'on a un POC, la maintenance des IA, c'est un gouffre financier parce que tout coûte cher, il faut tout relabeller, donc il faut recréer sa bonne donnée pour essayer d'évaluer. Et donc, ça devient très difficile. Et donc, il faut prendre en compte ces aspects-là dès le début. Et même chose, encore une fois, cet obstacle-là, avec l'IA générative, a été facilité, en fait. Pourquoi ? En fait, ça a été résolu de manière générale. Pourquoi ? Parce que quand on fait des RAG, en règle générale, on a souvent beaucoup de prompts, enfin beaucoup de sous-procédures qui sont imbriquées les uns dans les autres. Et souvent, on a beaucoup de problèmes où j'ai besoin, par exemple, de changer un de mes prompts et je ne sais pas à quel point ça a cassé l'ensemble de mon modèle. Et c'est quelque chose qui arrive assez souvent parce que les gens changent souvent les hyperparamètres de leur RAG. Donc, qu'est-ce que c'est les hyperparamètres ? Donc, par exemple, quand on fait des RAG, on peut vouloir découper différemment sa knowledge base, on peut vouloir projeter différemment les contenus dans des espaces variés. Et ces choses-là, c'est de la configuration. En gros, c'est de la bidouille. Et cette bidouille, elle se fait souvent par essai-erreur. En fait, il n'y a pas de règle. Ça se fait, j'essaye, je vois que ça marche. Si ça marche, je continue. Sinon, je fais autre chose. Et dans ce contexte-là, il est devenu une évidence que si je veux bidouiller et avancer, j'ai besoin d'avoir des métriques, en fait, des KPI clairs d'évaluation pour ne pas avancer à l'aveugle. Et donc, du coup, même chose, ça c'est automatiquement, ça joue en notre faveur, en fait, puisque, aujourd'hui, les gens mettent en place plein de métriques. Et d'ailleurs, on sait aujourd'hui qu'il faut, pour mettre un RAG en production, c'est peut-être 200, 300 tests de métriques à mettre en place. Donc, c'est énorme. Et on est très, très loin de la philosophie dans l'IA traditionnelle où on se dit, il faut que mon AUC, mon accuracy, ma précision soit bonne, et on a 2-3 métriques et on s'arrête là. On est très très loin de ça. Donc voilà. Et après, sur les obstacles, disons, qui ont été des vrais verrous technologiques, c'est de 1, justement, il y a plein de test cases. Donc il y a plein de tests, il peut en avoir 300, 400, et donc du coup, c'est extrêmement fastidieux à les créer. On ne peut pas imaginer qu'un data scientist ait les 300 en tête, et donc du coup, ça suppose beaucoup d'automatisation pour réussir à avoir toutes ces idées en tête de cas limites. Donc ça, c'est un premier enjeu c'est très, il y en a beaucoup en fait, des tests et des cas limites. Un deuxième enjeu, c'est les cas limites sont extrêmement spécifiques au domaine, notamment à la knowledge base. Je prends des exemples. Si tu es dans le retail et que tu mets en place un chatbot qui est censé répondre à des questions sur des produits particuliers, donc par exemple, est-ce que la télévision LG avec le numéro de série machin et une télévision LCD, par exemple, un truc extrêmement précis. Sur ce type de questions, c'est super métier, en fait. Et donc, du coup, peut-être qu'il faut avoir des experts métiers qui ont les bonnes idées de test case à mettre en place. Donc, le data scientist est souvent démuni face à ce genre d'enjeu. Donc, ça, c'est une deuxième chose. Et puis, peut-être un troisième obstacle qu'on a beaucoup vu, toujours dans l'IA générative, c'est la régulation, en fait. Tout simplement, en fait, aujourd'hui, on sait que le marché va de plus en plus vers la standardisation, donc avec des normes ISO, des labels. Et en fait, ces labels, la norme ou l'AI Act, la régulation européenne, ce que ça demande, c'est de la doc. Concrètement, c'est de la doc. C'est de la transparence, la doc de la doc. La doc, c'est ultra fastidieux à écrire parce que la doc, ça va demander de justifier tous ces choix. Et comme je le disais, vu que c'est beaucoup de bidouilles, tu as beaucoup de choix très différents, en fait. Et donc, il va falloir écrire plein de documentation. Et ça, c'est aussi un énorme obstacle. Oui, c'est intéressant parce qu'en fait, ce que je comprends d'une certaine façon, c'est que tout ce travail qu'on fait sur la qualité des données, c'est aussi un premier pas vers l'écriture de la doc qui est très fastidieuse. Et donc, quelque part, on peut faire d'une pierre deux coups en mettant en place une QA dès le début, quoi. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, sur la question de la qualité de la donnée, souvent on fait la distinction qui est juste, en fait, parce qu'aujourd'hui, les nouveaux standards, les labels portent vraiment sur le modèle, mais c'est très lié aussi avec les qualités de la donnée, puisque c'est souvent des volets de ces standards-là.
Donc oui, nous on pense vraiment que la qualité ça se fait dès le début, dès la phase de prototypage, parce que sinon tu développes à l'aveugle. Et ça aujourd'hui, ça devient aujourd'hui presque une évidence, mais ça l'était pas au début. Ouais, c'est ce que tu dis, le machine learning, on va dire old school, se base sur d'énormes corpus de données. Donc on a tout de suite la possibilité de faire des essais-erreurs, réentraîner, etc. Là où sur ce qu'on fait aujourd'hui avec les large language models, on a beaucoup moins besoin de données pour démarrer. Et donc, du coup, on est beaucoup plus vite confronté parce qu'on a les mêmes optimisations à faire. Hein. Comme tu dis, on a plein de questions à se poser. Comment est-ce que je découpe mon document? Comment est-ce que j'encode le texte, etc. Et donc, en fait, finalement, on est démuni au moment où on veut faire l'optimisation. Et donc, ce que je comprends, c'est que le fait d'être démuni fait poser les bonnes questions aux gens, quoi. Oui, en fait, ça fait créer les bonnes métriques. Ça fait aussi créer, justement, vu que si on n'a pas de données, parce que ça arrive souvent avec l'IA générative, parce qu'on n'a pas besoin d'en avoir, pas toujours, il faut les créer, en fait. Il faut créer les cas limites, il faut créer les cas nominaux aussi. Et donc, ça demande de mettre en place toute une stratégie dès le départ. Si tu te projettes dans 10 ans, 20 ans, je sais pas, qu'est-ce que tu imagines complètement différent par rapport à quelque chose qui aujourd'hui a un gros effort d'évangélisation? Qu'est-ce que tu penses être un acquis dans 10 ou 20 ans et qui est aujourd'hui ton quotidien? Même chose, ça devient une évidence aujourd'hui, mais c'est que dans toute industrie mature, aujourd'hui, si tu veux industrialiser quelque chose, ça passe par une forme de standardisation ou de la labellisation qui est valorisée quand tu veux essayer de vendre le truc que tu as construit. Ça s'est valorisé. On dit, voilà, mon truc là, c'est le label européen. Et donc, j'arrive à le valoriser. Et ça, c'est quelque chose qui arrive dans l'IA, puisqu'on a aujourd'hui des normes, ISO 42001, le label européen qui est en train d'être construit, qui est important. Il y a les Act, qui permet aussi d'avoir un tampon européen. Et donc, on arrive vers ça. Et c'est super intéressant parce que aujourd'hui, les gens le font mal, ou en tout cas, ils savent pas comment le faire parce que la régulation européenne n'existe pas encore. Et je pense que dans 10 ans ou dans 20 ans, ça va être une évidence que ces choses-là permettent de valoriser les outils. Et aussi, je pense qu'on va arriver à une normalisation de l'IA qui va beaucoup plus prendre appui sur des procédures de développement logiciel plus traditionnelles. Notamment, je pense aux procédures qualité, où on verra moins l'IA comme quelque chose d'expérimental, en fait. En fait, vraiment, il y aura des process qui vont se mettre en place. Et donc, je pense que oui, le marché va vers là. Puis nous, on essaye d'accompagner le marché là-dessus. Donc nous, notre vision, Giscard, c'est de se dire que très rapidement, si tu es un développeur d'IA, tu peux directement faire toute la partie pré-assessment vis-à-vis de n'importe quel label automatiquement. Parce que derrière, tu as tous les outils techniques qui permettent de le faire. Donc, tu as d'une part toute la création des preuves. Donc, les preuves, ça peut être des tests, ça peut être des rapports de scan, des rapports de red teaming, mais ça peut être aussi parce qu'on a des outils qui vont permettre, qui seront directement intégrés avec ta doc interne et avec tous ces outils de preuve qui arriveront à piocher la bonne preuve au bon endroit et te dire, écoute, là, vis-à-vis de l'ISO 42001, tu es plutôt à 60% et tu devrais être à 80%. Et de pouvoir gérer, en fait, c'est de la gouvernance de l'IA. Dès la phase de prototypage, réussir à avoir ce genre de choses en tête. On sait qu'aujourd'hui, c'est extrêmement demandé dans les grands groupes d'avoir ce niveau de maturité-là. Et c'est vers là qu'on va aussi. Ok. Alors, si on se met un peu en situation, imaginons, moi, demain, j'accompagne un client sur un chatbot ou un assistant interne, personnalisé. Donc, on met en place un outil de RAG. Quel conseil est-ce que tu as à me donner sur ce que je dois mettre en place dès le début, à cette phase d'innovation, du coup, puisqu'on commence forcément par un POC. Qu'est-ce que tu as comme conseil sur la qualité en général Alors, si on est vraiment en phase amont, souvent dans un développement de RAG, on fait d'abord un petit prototype, et après on essaie de complexifier les choses. Donc, soit vraiment dans la partie amont, dans la manière de traiter la knowledge base, mais ça peut être aussi parce qu'on va faire ce qu'on appelle du re-ranking, donc souvent des étapes intermédiaires, qui permettront de mieux classer les documents pertinents. Mais ça peut être beaucoup plus en aval aussi avec la génération. Donc souvent, il y a des étapes où on complexifie les choses, notamment parce qu'on a vu que notre RAG a des soucis. Ouais. Donc la première étape, c'est de savoir quels sont ces soucis pour justement arriver à complexifier dans un bon sens. Et donc pour arriver à savoir quels sont les soucis, on peut le faire de manière très manuelle, c'est très important de le faire, mais on peut le faire aussi de manière un peu automatique pour avoir une forme d'exhaustivité.
Et on peut le faire soit de manière très top-down, parce qu'on a des taxonomies de vulnérabilité qu'on connaît, qui commencent à s'imposer, et qui vont vous permettre d'aller directement à partir d'une catégorie de la taxonomie. Donc, je prends l'exemple de l'injection de prompt, vraiment vérifier que votre RAG que vous venez de développer est plutôt safe à ce niveau-là. Mais vous pouvez aussi le faire de manière très bottom-up. Donc, le bottom-up, ça serait de prendre sa knowledge base, chunk par chunk, bout par bout, et essayer de voir si les informations ont bien été remontées. Donc, je pense qu'il faut créer ces métriques-là avec un hybride de top-down et de bottom-up pour justement se générer une première batterie de tests qui va vous permettre ensuite, quand vous allez complexifier votre RAG, de dire écoute, là, je viens de perdre beaucoup en hallucinations, mais par contre, j'ai quand même pas mal gagné en contenu, j'ai de moins en moins de contenu toxique, et du coup, de pouvoir engager une discussion avec les différentes parties prenantes, le PM et ainsi de suite, pour se dire, est-ce que ce trade-off qu'on a tranché à ce niveau-là va dans le bon sens ou pas. Donc, c'est ce genre de discussion qu'il faut arriver à engager dès le début du process. Ok. Je fais un pas en arrière. On parle de ton produit. Quelles erreurs est-ce que tu peux nous partager pour nous faire gagner du temps ? Il y a beaucoup de choses qu'on a... En fait, en Giscard, étant donné qu'on est dans un marché très incertain, on a vraiment testé plein de choses. On a vu qu'il y a des choses qui marchent, qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Enfin, un truc simple qui est assez facilement transposable à d'autres métiers, c'est... Nous, on est allé vers l'open source. Et l'open source, c'est un monde, en fait. C'est un truc. Et nous, à la base, quand on est allé vers l'open source, on s'est dit, on avait un repo, GitHub, qui était privé. Et on a dit, on le met en public. Et c'est bon, on est open source. Ouais. C'est aussi simple que ça. Et en fait, non, c'est 1000 fois plus compliqué. C'est pas juste ça. C'est aussi penser son outil de sorte à ce qu'il soit adapté à l'open source. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, par exemple, un outil qui permet la contribution. Donc, ça suppose une forme de documentation très précise. Ça suppose aussi de la communication, un marketing qui soit très orienté développeur. Mais ça suppose aussi de savoir découper ce qui est privé ou pas dans son outil. Donc, par exemple, les développeurs aiment beaucoup le code, évidemment. Et du coup, par exemple, les parties code, les mettre plus en open source, les parties peut-être visuelles, ce genre de choses, l'éviter. Donc, c'est vraiment un découpage un peu stratégique qu'il faut faire pour que les développeurs puissent le plus facilement s'approprier l'outil et contribuer dessus. C'est aussi un grand travail marketing où il faut aussi embaucher des personnes, des développeurs advocates pour animer une communauté via différents canaux. Donc, c'est pas juste prendre son repo et le passer du privé au public. Ok, alors, mais ça c'est très intéressant sur l'open source, la dynamique open source. Vous, par exemple, sur votre repo, aujourd'hui, quelle est la proportion qui est écrite par des gens qui ne sont pas des employés de Giscard ? Alors, justement, ça c'est aussi un très bon point. Nous, sur les contributions, il faut avoir une stratégie très claire de ce qu'on veut, les types de contributions qu'on aimerait avoir. En fait, il faut être très clair là-dessus. Nous, au début, on ne l'était pas forcément très bien. Et puis là, aujourd'hui, on sait que ce qu'on veut avoir comme contribution, c'est les tests. En fait, on sait qu'on a une couverture de tests, on a un catalogue de tests. Et souvent, les data scientists, les développeurs peuvent avoir d'autres idées de tests ou des variantes. Ça, on a envie qu'ils contribuent, par exemple. Donc là, on a eu des contributions à ce niveau-là. Mais par exemple, c'est ça qu'on veut avoir. On ne veut pas forcément avoir des contributions sur des features plus traditionnelles si, on est toujours content d'en avoir, mais c'est quand même un coût de faire la review. Bien sûr. De personnes qui ne sont pas dans la boîte, qui ont d'autres manières de faire. Donc, c'est quand même un coût qu'il faut prendre en compte. Alors que sur des parties très isolées du repo, sur par exemple la partie test, sur la partie détecteur du scan, il faut coder aussi d'une certaine manière pour que ce soit très modulaire et facilement documentable. D'accord. Et c'est vous qui écrivez les tickets en disant si quelqu'un est preneur, voilà ce qu'on aimerait faire, ou est-ce que chacun peut arriver avec sa suggestion et vous dites oui ou non ? C'est toujours un petit mélange des deux, mais souvent ce qu'on fait, c'est on met des issues sur GitHub où on le tag en first good issue. Ça, c'est des choses qui sont extrêmement prisées par notamment des étudiants qui veulent, alors c'est toujours valorisé dans un CV, de dire voilà, j'ai contribué dans tel ou tel repo open source. Ils vont d'abord s'intéresser aux trucs les plus faciles à faire, et donc le taguer proprement permet à ces étudiants de pouvoir contribuer. Et du coup, à la fin, donc, sur 100 lignes de code en 30, il y en a combien faites par la communauté ? Je saurais pas répondre aussi de manière aussi précise. On a eu sur nos tests... Après, c'est un peu compliqué aussi à répondre à ces questions parce que nos tests, il y en a qui ont été complètement développés par des gens de manière externe. Mais après, il y en a beaucoup qui ont été juste... L'idée nous a été insufflée par des gens externes et on l'a fait nous-mêmes. La frontière est toujours assez floue à ce niveau-là.
Après, on a eu d'autres contributions plus traditionnelles. Donc, mais j'aurais du mal à répondre. Ok. Et d'un point de vue business, parce que c'est vraiment toujours le pendant de l'open source qui fait peur, en tout cas, je sais pas s'il est compliqué, mais en tout cas, il fait peur. C'est quoi votre business model compatible avec l'open source? En fait, il n'y a pas 1000 manières de monétiser l'open source, en règle générale, mais enfin, il y en a 3, en fait. Soit on rajoute des features payantes non open source par-dessus l'open source, soit on fait du SaaS, donc on héberge nous-mêmes notre logiciel qui est open source, ou soit on fait du support, en fait, de l'accompagnement, du support. Et en règle générale, les boîtes font un peu des trois. C'est ce qu'on fait, nous. On fait un peu des trois. Okay. Donc sur le support, on fait du red teaming, on fait de la certification. Quelquefois, on fait un espèce d'abonnement SaaS sur notre outil. Et puis, on a effectivement des features payantes, donc notamment le hub Giscard, qui permet d'avoir l'ensemble des tests qui ont été exécutés, les avoir au même endroit, de pouvoir collaborer aussi, ce qui est relativement traditionnel aussi dans la manière de monétiser l'open source, c'est d'adapter son outil à des contraintes plus corporate, notamment sur du login, l'authentification, les contraintes de sécurité et la partie collaboration, évidemment. Ok. Qu'est-ce que tu préfères dans ce métier? Sur mon métier plus produit, chercheur, en fait, je suis dans un marché qui est très intensif en recherche, on va dire, pour pouvoir innover. Donc souvent, ce qu'on apprend dans le milieu startup, c'est vraiment d'arriver avec des formes de MVP qui te permettent de générer un peu de validated learning et de pouvoir itérer au fur et à mesure pour avancer dans un marché incertain. Et nous, dans notre cas, non seulement nos utilisateurs, enfin, évidemment, si tu les interviews, nos utilisateurs, ils connaissent pas forcément leur propre pain parce qu'ils sont eux-mêmes en train d'innover et ils le voient pas forcément. Donc déjà, il y a ce souci-là. Et même si on met en place des expérimentations avec eux, des trucs un peu quick and dirty pour essayer de voir si ça marche, même ça c'est limite parce que le marché bouge extrêmement vite. Et donc, du coup, tu es obligé d'avoir une grosse phase recherche, donc où tu vas embaucher des chercheurs en machine learning, en LLM, qui vont essayer d'avoir une roadmap, un chouïa plus long terme, pour avoir toujours une longueur d'avance, notamment sur les vulnérabilités, les détecteurs, les tests. Et donc ça, c'est une particularité de mon marché que moi j'aime beaucoup, puisque dans les procédures d'innovation, il faut jongler avec les parties très quick MVP, expérimentation avec des vraies personnes qui payent, et puis de l'autre côté, la partie recherche, et à essayer de voir, toujours essayer de faire un hybride des deux pour que les idées viennent un peu des deux. Donc ça, c'est une partie que j'aime beaucoup. Et après, dans la partie entrepreneuriale, je pense qu'on est dans un moment extrêmement particulier, en tout cas moi sur mon marché. Il y a une crise des startups, clairement, en termes de financement, mais nous, on est pile poil là où les financements arrivent bien, donc c'est l'intelligence artificielle, ce marché-là. Et en plus, nous, vu qu'on est un outil qui permet aux gens qui créent du machine learning, enfin de l'IA, d'assurer la qualité. Donc, on a eu la chance d'être très médiatisé, de gagner pas mal de choses. Donc, on a cette chance d'être là au bon moment, au bon endroit, avec des bons partenariats qu'on fait avec plein de gens. Donc, ça, c'est quand même une partie très, très intéressante en tant qu'entrepreneur, d'être là au bon endroit, au bon moment. Donc, ça, c'est cool. Ouais. Alors, est-ce que tu as une opinion à nous partager? Souvent, ce que nous, on dit, c'est que créer une IA, en tout cas aujourd'hui, c'est assez facile, dans le sens où faire un premier prototype, ça peut se faire vraiment très vite. En quelques lignes de code, on a aujourd'hui des très belles librairies qui fournissent des modèles déjà pré-entraînés. On a besoin à peine de toucher. Bon, pour ChatGPT, où on a à peine besoin de toucher, mais il y en a d'autres. Donc, c'est assez facile d'avoir un premier prototype. L'enjeu, c'est la mise en production, la maintenance, et faire en sorte que votre IA, vraiment s'assurer que l'IA que vous venez de développer, elle réponde bien à un enjeu business et qu'elle crée de la valeur de manière récurrente. Et ça, c'est l'enjeu, donc qui est la définition même de la gouvernance de l'IA. C'est vraiment d'aligner les contraintes business et les contraintes techniques. Et c'est vraiment ça l'enjeu, en fait. C'est de créer le bon process avec les bonnes personnes, en partageant les bonnes responsabilités entre les différentes parties prenantes pour vraiment s'assurer que la valeur qui est créée par l'IA, elle soit alignée avec le process. Donc, pour moi, c'est ça l'enjeu principal. Alors, le futur de Giscard, qu'est-ce que c'est? Nous, on se voit comme un espèce de bureau veritas de l'IA. C'est l'ambition. Disons, le leitmotiv de Giscard, c'est de se dire, on est pour un développement raisonné de l'IA, donc c'est-à-dire un développement fait par des humains, pour des humains, en prenant en compte les différents enjeux qu'on peut avoir, sociétaux, aussi environnementaux. Donc ça, c'est vraiment notre leitmotiv. Et à partir de là, si on veut la mettre en place, cette vision-là, ce qui est important pour nous, c'est de construire cette confiance avec plein de dispositifs qui peuvent être très techniques quelquefois, donc ça peut être des tests, des scans, du monitoring, ou quelquefois moins techniques, écrire la bonne documentation, impliquer les bonnes parties prenantes, trouver des bons process de gouvernance.
Donc c'est d'être un acteur majeur dans l'ensemble de ces dispositifs qui participent à la création de la confiance de l'IA. Et dernière chose, qui est-ce que tu aimerais entendre dans un prochain épisode de Data Driven 101? Si on reste sur notre marché, qui est le marché de l'IA, peut-être quelqu'un de chez Mistral, parce qu'ils font énormément de bruit en ce moment. Donc ça peut être une bonne occasion de voir ce qu'ils font et comment ils le font. On a déjà reçu Guillaume Lample dans un épisode précédent, mais on invitera sans doute d'autres gens. Je pense qu'il y a de la place pour plusieurs invités. Merci Jean-Marie. Avec grand plaisir. À une prochaine. Vous venez d'entendre Jean-Marie John Matthew, cofondateur et CPO de Giscard sur Data Driven 101. Si vous avez aimé et que vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Dans le prochain épisode, je recevrai Louis Thierry, docteur en machine learning et chercheur à l'INRIA, pour nous parler d'intelligence artificielle appliquée à la météo. À très vite.